tout de suite, on reçoit Émilie Talon. Donc bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, que nous avions déjà eu la chance de recevoir au micro de Globule Radio l'année dernière, lors d'une émission Rencard aussi, où elle était venue nous présenter les éditions Paulsen et votre travail de correctrice. Oui. Alors aujourd'hui, elle revient au micro pour nous parler plus en intimité donc de l'année qui vient de s'écouler et des projets qu'elle a pu concrétiser. Il s'agit de 2 livres sortis à la suite ce printemps. Donc d'abord Tourterelle, qui est un roman illustré pour les 8-12 ans chez Orso. Donc ça raconte l'histoire d'amitié, d'oiseaux libres ou en cage, le tout dans un contexte hospitalier. Et son second livre, Iran, la paupière du jour, qui lui est un récit littéraire publié chez Elitis. Donc ça raconte un parcours à travers les lieux en Iran, sa relation intime avec le pays, dans les pas d'une jeune Iranienne qui s'apprête à se marier. Alors elle l'a déjà présenté ce samedi 17 juillet, c'était au café de la Galerie des Aiguilles, et on reviendra dessus dans une seconde partie d'émission. Alors déjà... l'année qui vient de passer, elle semble avoir été source d'inspiration pour vous. Comment ça vous est venu à l'idée d'écrire ces 2 textes ? Alors, en fait, j'écris depuis longtemps. Le calendrier de la publication n'est pas nécessairement celui de l'écriture, en réalité. Tourterelle, c'est une écriture qui s'est faite assez rapidement, effectivement, qui s'est faite pendant le premier confinement, en fait, voilà, qui a été un moment privilégié pour écrire, mais le projet est né en amont, bien sûr. Quant à Iran, la paupière du jour, ça, c'est un projet que j'ai en tête depuis des années. Donc, je dirais que c'est pas spécifiquement né. Oui, voilà, je peux les montrer, effectivement. Les voici. Donc pour ceux qui nous regardent sur le Facebook Live, vous pouvez voir les couvertures du livre Tourterelle déjà. Voilà, Tourterelle, donc que j'ai écrit pendant ce premier confinement. Je le disais, et c'était d'ailleurs amusant parce que ce livre est en fait le point de départ et est inspiré de ma propre enfance. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, j'ai moi-même une mère infirmière et moi-même quand j'étais enfant, le soir après l'école, il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'aller à l'hôpital. Alors pour en fait faire mes devoirs, voilà, et puis j'y rencontrais des personnages. J'ai poursuivi, bien sûr, j'ai élargi ma propre expérience pour dépeindre donc le parcours d'Elsa, l'héroïne de ce livre. Et donc, pour revenir aux circonstances de l'écriture, j'ai écrit ce livre alors que j'étais confinée chez ma mère en Savoie. Ma mère qui ne savait pas que j'étais en train d'écrire là-dessus, qu'elle était en train de devenir un personnage, bien sûr, métissé de mon imagination et d'autres mélangé infirmières. À la fiction. Voilà, etc. Mais donc, je pense que ça a quand même nourri l'inspiration d'être si près d'elle et d'être à 1 kilomètre de l'hôpital dans lequel se déroule en fait ce texte, qui est l'hôpital Michel Dubetier à Saint-Pierre-d'Albigny. Donc voilà pour l'inspiration de celui-ci. Oui, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, dans votre livre, vous racontez l'histoire d'une petite fille qui passe toutes ses soirées à l'hôpital en raison du travail de sa mère. Donc elle y mange, elle y rencontre les patients, elle noue des liens d'amitié et elle rencontre une personne gravement malade qu'elle va essayer mal en point en tout cas, qu'elle va vouloir aider à tout prix. C'est bien ça ? Alors, une personne un petit peu particulière, puisque c'est un oiseau. Faut pas tout dévoiler. Bien sûr, mais ça, je pense qu'on peut le dire malgré tout. Oui, donc cette jeune fille, plutôt que petite fille, moi je l'imagine comme une écolière de CM2, mais très débrouillarde. Voilà, donc peut-être quelqu'un qui est en passage, un tout petit peu avant l'adolescence. En effet, elle vit dans cet hôpital, mais qu'elle ne vit pas comme la plupart d'entre nous l'envisageons, de manière dramatique. Elle, c'est là où elle se rend le soir, c'est même assez joyeux. Elle va nourrir les oiseaux dans la volière avec Jaco, qui est un malade psychiatrique, qui du coup s'est retrouvé en EHPAD plus tôt, parce que voilà, il a nulle part où aller, mais qui est plutôt heureux d'aller avec elle nourrir les oiseaux. Elle rencontre une autre jeune fille qui est venue à l'hôpital parce qu'elle accompagne son grand-père qui lui est malade, qui est en fin de vie, et c'est quelque chose qui s'inscrit en filigrane dans le texte, bien sûr, même si mes jeunes héroïnes n'y prêtent pas forcément attention directement. C'est là, ce départ du grand-père. Elle rencontre aussi, elle va aussi à la rencontre de son ami qui est paraplégique et qui est un poète qui s'appelle Monsieur Swann, voilà, donc et qui la nourrit de poésie, etc. Et elle va en effet un jour avec sa nouvelle amie découvrir que dans la volière,
une des tourterelles ne bouge plus beaucoup et il semblerait que cette immobilité qui saisit l'oiseau leur fait signe et Elsa va se mettre en tête d'essayer de soigner à tout prix cet oiseau sans trop savoir comment s'y prendre. Elle va tenter de se documenter à l'insu de tous ces adultes qui lui disent de ne pas faire attention à cela. Elle va avoir recours à des médecines traditionnelles, etc. Et puis après, elle va se tourner vers des choses plus symboliques. Les choses vont s'enchaîner et on va voir de quelle manière elle va délivrer cet oiseau de son mal. Finalement, l'hôpital peut être un bel endroit, joyeux, sympa, poétique. Oui, alors voilà, à travers ce livre, je voulais retracer l'histoire d'Elsa, mais aussi parler du lieu, qui est effectivement important pour moi. Il se trouve que l'hôpital, c'est un lieu que je connais bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que ma mère y était infirmière dans un hôpital local. Hein. On n'est pas dans un grand CHU, on est dans quelque chose de plus familial malgré tout. De plus intime. De plus intime, tout à fait. Comme celui de Chamonix à l'époque. Voilà, tout à fait, également. Donc ma mère étant infirmière, je connais l'hôpital par ce biais-là. Par ailleurs, plus tard, en fait, pendant 10 étés, j'ai travaillé comme agent de service hospitalier dans cet hôpital où travaillait ma mère. Donc moi-même, en fait, certains de ces personnages sont directement inspirés de mon expérience et en tant qu'enfant et puis ensuite en tant qu'adulte. Et par ailleurs, je n'ignore pas non plus que l'hôpital peut être un lieu tragique puisque j'ai moi-même eu quelqu'un de très proche qui était malade, donc j'ai aussi fréquenté l'hôpital d'une autre manière. Cependant, ça reste en fait un lieu de vie. Les gens qui sont dans l'hôpital sont encore vivants et en effet, on peut y vivre des tas de choses. Et quand Elsa va au chevet de Monsieur Swann, donc c'est un ancien pied noir qui ne peut plus bouger, mais qui par contre a encore toute sa tête et ça bouge beaucoup dans sa tête pour le coup. Et il est adepte de poésie, il lui fait découvrir l'Albatros de Baudelaire, il lui lit ses propres poèmes. Et par ailleurs, ils sont là avec un aide-soignant qui, lui, est d'origine algérienne. Donc, ensemble, ils évoquent ces rivages de l'autre côté de la mer, qui sont à la fois les rivages algériens et ceux de l'imaginaire, en réalité. Et c'est comme ça une ouverture vers la mer et vers la liberté. Et tout cela se passe à l'hôpital. Et je crois que mon idée, c'était aussi de proposer aux jeunes lecteurs d'aller dans ce lieu d'une autre manière. On peut y vivre des aventures, on peut y rencontrer des amis, on peut aussi y pleurer, hein. Les larmes ne sont pas absentes de ce livre, on peut y rire. Surtout en ce moment, quand on entend tout ça sur l'hôpital, c'est vrai qu'on se dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas, mais finalement il y a des belles histoires de vie aussi. Tout à fait, il y a des belles histoires de vie. Après, je n'ignore pas non plus les réalités sociales de l'hôpital, hein, puisque dans le texte, j'évoque c'est pas la chose que je mets en premier, mais j'évoque le fait par exemple que la radio de l'hôpital local a fermé parce que ce n'était plus assez rentable, que maintenant les patients doivent aller faire leur radio 30 km plus loin dans la grande ville, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus être hospitalisés près de chez eux, ils reçoivent moins de visites. C'est juste un petit exemple, hein. J'évoque aussi la cuisine centrale. Alors ça, c'est directement inspiré de mon expérience à l'hôpital Michel Dubetier de Saint-Pierre-d'Albigny, puisque pendant très longtemps, il y avait un chef cuisinier dans cet hôpital, voilà, qui préparait des plats qu'il allait lui-même servir, ou du moins il montait dans les étages, demandait aux pensionnaires et aux patients si ça leur plaisait, comment ils pourraient améliorer les choses. Ah oui, il y avait un retour, etc. Et donc la cuisine s'adaptait, parce qu'en fait la cuisine est un élément de la guérison aussi. C'est très important. Et puis aujourd'hui, c'est une cuisine centrale, hein, c'est ce qui se passe beaucoup, et pour des établissements scolaires et pour des établissements hospitaliers. Et les gens qui faisaient la cuisine avec soin, en fait maintenant enlèvent les films plastiques sur des plateaux repas qui arrivent tout près et font la vaisselle. Donc cette réalité sociale qu'on voit beaucoup dans l'actualité, je ne l'ignore pas, elle est présente, mais elle n'est pas exclusive simplement. Oui, parce que dans votre livre, il y a également beaucoup de symboles, donc le symbole de la liberté, notamment, vous le disiez, avec ce pied noir qui parle de l'albatros, de la mer qui raconte son histoire, les oiseaux, notamment l'oiseau qu'elle va décider de soigner. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire passer comme message à travers toutes ces métaphores ? Alors, sans trop révéler l'histoire, je pense que je l'ai réalisé d'ailleurs après avoir écrit, en fait. Je pense que ce que j'ai voulu dire, c'était que la liberté passait avant tout, d'une certaine manière, et était peut-être la meilleure des médecines. Et aussi qu'il fallait, peut-être, même si c'était difficile, laisser s'envoler l'oiseau, parfois. Voilà, donc prendre son envol quand on est un enfant et qu'on quitte le nid, par exemple ? Prendre son envol quand on est un enfant, et puis aussi accepter parfois qu'on doit se séparer des êtres qu'on aime, que les êtres qu'on aime
peuvent continuer leur vol plus loin dans un autre ciel. Voilà. Alors au début du livre, vous faites une dédicace à votre mère et à la liberté qu'elle vous a, je cite, délicatement offerte. Alors c'est pour ça que je pensais notamment à prendre son envol quand on est un enfant, qu'on quitte le foyer. Est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence ? Oui, tout à fait. Alors, ma mère m'a en effet élevée de manière très libre, avec mon père aussi, une partie de mon enfance, voilà. Et alors, ma mère avait presque tendance un peu à me pousser hors du nid. C'était presque un petit peu difficile. Je me sentais un peu poussée dehors. Et puis en fait, aujourd'hui, je lui suis extrêmement gré. Et je pense que pour écrire, d'ailleurs, il faut en fait avoir une certaine liberté. Je pense qu'on se censure beaucoup quand on écrit. Je pense qu'on a que ce qui freine notre imaginaire, c'est souvent des restrictions qui sont très ancrées. Je n'accuse pas particulièrement le système scolaire, ni aucun parent ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est social, qui se trouve dans la société de façon un peu diffuse. Et je pense que plus on élève les enfants en fait librement, vous savez, il y a cette phrase de Montaigne, l'enfant est un feu qu'on allume et non pas un vase qu'on emplit. Et si on l'allume et qu'on laisse le feu se propager à sa manière, c'est de cette manière-là que l'enfant va le mieux pouvoir s'épanouir pour écrire, pour voyager, pour s'orienter à travers les différentes vicissitudes de la vie. Voilà. Et alors cette liberté très présente, est-ce que vous-même vous vous sentez libre aujourd'hui ? Je travaille à ma liberté. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui se cultive en fait, la liberté. C'est pas quelque chose qui est pour toujours acquis. J'ai tout de même la sensation, je change beaucoup de travail, je suis assez libre dans mes relations diverses et variées, donc j'ai la sensation en tout cas d'avoir très présente à l'esprit cette exigence permanente qu'il faut maintenir si on veut rester libre et goûter pleinement aux fruits de la liberté. Et l'écriture m'y aide. Voilà. Merci Émilie. Alors on fait une courte pause, on revient après un peu de musique pour parler de votre second livre sur l'Iran. Restez avec nous sur Globule Radio 90.5. Moi aussi je me perds dans le mystère des rues. La nuit je crois entendre au loin comme un appel, un cri. C'est ton cri, c'est ma vie. Et tu chantes ton remords, moi c'est mon regret qui me poursuit. Je sens revenir les paroles sur mes mélodies. Have mercy on me. Tant d'amour perdu, tant d'émotions inconnues, tant de moments disparus dans le temps qui passe. Tant d'amour perdu, tant de caresses retenues, tant d'espoir déçu par le temps qui passe et ne reviendra plus. Et le monde me renvoie son image qui pleure et qui rit. Les gens me renvoient leurs messages, leurs visages dans lesquels je lis leur vie. On veut tous tout donner, tout promettre, tout laisser tomber. On veut tous oublier, disparaître, tout recommencer. Mais la nuit nous ramène soumis. Tant d'amour perdu, tant d'émotions inconnues, tant de moments disparus dans le temps qui passe. Tant d'amour perdu, tant de
C'était tant d'amour perdu de l'impératrice pour ceux qui nous écoutent sur le 90.5. Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, qui nous regardent sur Facebook, on n'a pas le droit de passer ces morceaux-là pour respecter les droits d'auteur des artistes, qui se comprend. Donc vous avez de la musique différente. Mais nous, on s'est régalé avec l'impératrice. Et puis on est toujours avec Émilie Talon, écrivaine, qui vient de nous présenter son premier livre Tourterelle, et qui a également travaillé à Globule Radio. Donc vous avez certainement entendu sa jolie voix. Elle vient de nous parler un peu de liberté, c'était très beau. Et là, on va enchaîner donc avec le deuxième livre. Oui, alors le deuxième livre qui est Iran, la paupière du jour. Donc un récit littéraire qui se glisse dans les pas d'une jeune iranienne qui s'apprête à se marier. Alors, Émilie, à plusieurs reprises, je crois que vous avez eu l'occasion de rendre visite à une partie de votre famille franco-iranienne qui est installée à Téhéran. C'est des voyages qui vous ont certainement profondément marqué. Et vous dites avoir été fascinée par ce pays à la culture quadrimillénaire. Quel est ce lien avec cette partie de votre famille, pardon ? Alors, en fait, plus que des voyages, j'ai l'impression d'avoir une relation avec l'Iran, effectivement, qui s'exprime entre autres par des voyages, mais aussi par une correspondance très intense que j'ai pu avoir avec ma cousine. Donc, pour retracer un petit peu l'histoire et expliquer pourquoi moi, qui suis française, j'ai ce lien si fort avec ce pays. Donc, désolée pour les auditeurs, il y a un petit casse juste à côté. On va reprendre. Donc, alors, il faut qu'on remonte 50 ans en arrière. Donc, je vous invite à vous imaginer la France des années 60 et l'Iran du Shah, le roi, qui régnait à cette époque-là. Et à cette époque, donc, les riches familles de Bazari, donc de commerçants d'Iran, fréquemment envoyaient leurs fils aînés faire des études à Paris, en Europe. Ça se faisait beaucoup. Voilà. Et donc, ma tante, elle, était parisienne et elle était au Langzhou, à l'INALCO, voilà, elle était déjà très attirée par la partie orientale du monde. Et elle a rencontré un jeune Iranien du nom de Mansour, qui était donc à Paris pour faire des études de cinéma. Ils sont tombés amoureux, ils ont vécu, je crois, 1 ou 2 ans ensemble à Paris. Et puis lui, ensuite, est rentré en Iran. Il lui a dit, tu ne pourras jamais t'adapter, c'est trop compliqué. Mais ma tante est quelqu'un de particulièrement tenace. Et très donc, amoureuse. Très amoureuse aussi, tout à fait. Et elle est partie avec lui. Donc ça, c'était il y a 50 ans. Elle a fait sa vie là-bas. Elle est devenue très iranienne. Elle a vraiment fait un effort d'intégration. Alors, très iranienne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, qu'elle a décidé de rester en Iran pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, de 1980 à 1988, qui aurait fait 1 million de morts. Quand on avait un passeport franco-iranien, on se posait la question de savoir si on restait en Iran ou si on rentrait en France, sachant que son mari aurait pu venir avec elle et ses enfants aussi. Non, elle a fait le choix de rester. Donc pour moi, ça c'est un moment de bascule, par exemple, vous voyez, parce qu'elle savait que, alors que mon oncle travaillait au ministère de la Culture en Iran, là, évidemment, à Paris, il serait devenu chauffeur de taxi ou quelque chose comme ça. Et c'était pas cette vie-là qu'elle voulait. Elle avait choisi de s'intégrer dans cette partie orientale du monde. Et elle l'a vraiment vécu comme ça. Très iranienne aussi, de mon point de vue, au moment où elle choisit de scolariser ses enfants dans le système iranien. Et non pas dans le système français. Dans l'école française. Voilà, alors qu'elle-même, d'ailleurs, enseigne à l'école française. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment cet ancrage un peu presque obstiné de ma tante. Et de s'intégrer. Et je pense très sincèrement qu'elle a très bien réussi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, elle a eu des enfants, dont Shirin, cette merveilleuse cousine, qui a donc 3 ans de plus que moi. Et en réalité, c'est elle mon lien le plus fort à l'Iran. Parce que cette famille était présente tout au long de ma vie, notamment pendant mon enfance. Moi, je suis née en 82, donc c'était la guerre en Iran. Ils étaient présents un petit peu, d'une façon un petit peu spectrale. Il y avait la guerre, on s'inquiétait pour eux, mais on les voyait brièvement. Et puis, il se trouve que quand j'ai eu 10 ans, j'ai perdu mon père. Et là, évidemment, la sœur de ma mère s'est mobilisée avec sa famille, etc., pour nous soutenir, tout simplement. Comme j'ai une très petite famille en France, en fait, j'ai fait un transfert, c'est comme ça que je l'explique aujourd'hui, et cette merveilleuse cousine Shirin, qui a 3 ans de plus que moi, et voilà, qu'on retrouve dans le livre. Et qu'on retrouve dans le livre, et qui, de mon point de vue, est le personnage principal du livre. Je suis la narratrice, c'est écrit à la première personne du singulier, mais le personnage central, c'est cette cousine. Et elle est devenue vraiment mon horizon, mon idéal, mon mentor. Et cette figure du mentor, c'est vraiment, c'est-à-dire de l'être qu'à un moment de sa vie où on est fragilisé, on va aspirer à devenir en réalité. C'est aussi ça que j'explore dans cette écriture, si vous voulez. Donc voilà, ce lien à l'Iran, il est par le biais de cette
de cette cousine qui est quasi une sœur, avec laquelle j'avais eu une correspondance intense quand j'étais adolescente. On s'écrivait des lettres de 10 pages. Les lettres mettaient 3 semaines à être acheminées d'un endroit à l'autre, mais nous avions un système, nous nous écrivions tout de même toutes les semaines. Voilà. Et j'ai fait plusieurs voyages là-bas. J'y retourne, si le variant Delta me le permet, le 30 juillet, là, dans quelques jours. Voilà. On croise les doigts pour vous. On Merci. l'espère, oui, pour vous. Merci. Et donc, dans ce livre-ci, je me centre sur un de mes voyages. C'est pas ma relation in extenso, c'est vraiment un moment où les choses se sont cristallisées. Est-ce que ce livre, c'est un hommage à Chérine? Oui. Enfin, j'irai même plus loin. Je dirais que c'est une déclaration d'amour à Chérine. Oh, c'est beau. Et À sa j'espère. cousine, alors. Oui, tout à fait. Et voilà, j'espère qu'elle le recevra comme ça. Pour l'instant, elle n'a pas encore vu le livre. J'espère lui apporter dans quelques jours. Donc, elle est cependant au courant, bien Qui met entendu. plus de temps à arriver là-bas que les lettres de l'époque, alors. Qui met encore plus de temps, en effet. Tout à fait. Et dans votre texte, justement, vous mêlez des histoires d'adolescentes amoureuses, pour Oui. parler d'amour, mais aussi les ébranlements géopolitiques qui ont beaucoup perturbé le pays. Oui. Est-ce Et que qui vous- le perturbe toujours. Et qui le perturbe toujours, c'est sûr. Donc l'instabilité du pays, elle impacte le quotidien des Iraniens, j'imagine. Est-ce que vous avez aussi souhaité mettre en lumière cet aspect de la vie là-bas, qui est complètement différente de la nôtre, en fait? Oui, alors j'ai souhaité mettre en valeur la complexité de la réalité en fait. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la littérature iranienne publiée en France, qui est abondante, hein, tout comme le cinéma iranien. Voilà, Farhadi vient de recevoir le prix au Festival de Cannes. Enfin, je veux dire, les voix iraniennes s'expriment, je veux dire, et on peut avoir recours à elles. Donc beaucoup de voix iraniennes, souvent issues de la diaspora iranienne d'ailleurs, qui vivent, c'est-à-dire des Iraniens qui ont fui suite à la chute du Shah, du roi en réalité, qui parfois étaient d'obédience communiste, qui avaient fait la révolution, s'étaient fait confisquer la révolution en fait par les islamistes. Donc beaucoup de ces voix qui s'expriment depuis la France sont très très critiques et donnent une image extrêmement sombre de l'Iran. Là voilà, il y a Shadort Javad par exemple qui vient de faire un livre qui a été encensé au Masque et la Plume la semaine dernière. Donc ces voix s'expriment beaucoup, elles sont pleinement légitimes. Moi je ne suis pas à leur place, moi je suis à la distance de la cousine. Et donc, je n'usurpe pas une voix qui n'est pas la mienne. Cependant, ce que j'entends beaucoup quand je vais en Iran, et notamment dans ma famille, c'est que ces voix très, très critiques, même si elles sont indispensables, elles ne peignent qu'une partie de la réalité. Donc oui, je voulais effectivement ne pas ignorer cette même détresse iranienne, c'est cette complexité, voilà, ces restrictions, le côté répressif du régime. Mais je voulais aussi parler d'autres choses en fait. Je voulais aussi dire tout comme à l'hôpital, en Iran, on peut aussi être heureux, en fait, on peut aussi être amoureuse. Avoir une vie normale. Tout à fait. En tout cas, de façon souterraine. Parce que alors, les Iraniens, en fait, ont une énergie débordante. Et en réalité, il y a des tas de choses qui se passent en Iran qui échappent au pouvoir, si vous voulez, qui se passent de façon souterraine. Pour revenir un instant à la question politique et géopolitique, c'est tout de même ça qui a fait la structure du livre. Disons que j'avais des morceaux épars, j'avais un très fort désir d'écriture et je cherchais la forme, le moule dans lequel coulait mon texte. Et en fait, ce moule, il m'a été offert il y a 2 ans, enfin offert entre guillemets, par Donald Trump. Donc il y a 2 ans, le général Soleimani, qui était le 2e homme du régime iranien, en fait, a été tué à Bagdad par la CIA. Commence comme ça. Voilà. Alors, le général Soleimani était un horrible monsieur, je ne dis absolument pas le contraire, mais simplement, j'observe après la surenchère qu'il y a eu. Donc, après cette mort, les aficionados de Soleimani, qui évidemment est devenu un martyr et qui maintenant a son portrait placardé partout dans Téhéran, hein, c'est aussi ça que ça produit, en fait, ce genre d'assassinat. Bon, les aficionados de Soleimani ont dit aux Américains, vous pouvez commencer à pleurer vos fils et vos soldats, il va y avoir des représailles. Et là, Donald Trump a dit, j'ai une liste de 52 lieux importants pour l'Iran et la culture iranienne que je n'hésiterais pas à bombarder s'il y avait des représailles suite à l'assassinat de Soleimani. Alors, je ne connais pas les lieux de cette liste, personne ne les connaît du reste, si ce n'est à l'administration américaine. Voilà. Je ne connais pas les lieux les plus touristiques de l'Iran, mais de la même manière que des Iraniens ont réagi à ce moment-là en disant les lieux importants pour la culture iranienne ne sont pas importants que pour l'Iran, mais sont importants pour l'humanité en général. Moi, je me sentais très en phase avec cette parole-là.
Et je me suis dit, mais voilà, je voudrais inviter le lecteur, en fait, à travers 52 lieux. 52 est un nombre très, très symbolique, parce que c'est aussi le nombre d'otages dans l'ambassade américaine après la Révolution. Voilà. Donc, j'ai moi aussi invité le lecteur à travers 52 lieux, qui sont des lieux de l'intimité iranienne, au bord de la piscine, chez la coiffeuse, sur le bateau des pêcheurs dans la Caspienne, etc., etc. Donc voilà, le moule, la structure est géopolitique, c'est ça qui structure les chapitres, on va dire. Je parle aussi de la question du foulard, par exemple, à un moment, je parle de différentes choses, mais je parle aussi d'autres choses. Voilà. Et pour savoir de quoi vous parlez d'autres, il faut acheter le livre. Tout à fait. Alors, où est-ce qu'on le trouve On le trouve dans toutes les bonnes librairies. Ok. À Landru, alors j'imagine. Bien sûr, je vous recommande de vous précipiter chez Landru. On trouve également Tourterelle, donc on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les illustrations sont d'Emmanuel Moreau. Tout à fait. Il y a une couverture magnifique, hein. Vous le reconnaîtrez comme ça, une petite fille rousse avec des très belles tourterelles. Et d'ailleurs, le livre est agrémenté tout son long de différentes illustrations. D'Emmanuel Moreau qui sont très très jolies. Tout ça est très poétique et vous avez une vie assez riche, donc qu'on retrouve dans vos 2 livres. Oui. Est-ce que je peux me permettre de lire un très bref passage ? Oui, alors allez-y. Rapidement. Allez-y. Simplement pour situer l'histoire. C'est le début d'Iran, la paupière du jour. J'ai perdu la photo. La seule photo que j'ai jamais faite, que je trouvais vraiment belle. Perdue. Mais je m'en souviens très bien. Je suis derrière Shirin. Elle marche au-devant d'un paysage immense. La poussière voile les reliefs. La lumière est pourtant intense. La montagne érodée et le foulard de Shirin tombé sur ses épaules. Elle a les bras légèrement ouverts, les paumes aussi, la tête renversée. Elle avance contre le vent. Son foulard est bleu, d'un bleu marial, son loup-pouche noir, ses cheveux sont lâchés. Il se soulève au-dessus du tissu bleu, il flotte comme une voile par-dessus la mer. Je prends la photo que je perdrai plus tard. C'est l'été aux alentours de Téhéran, Shirin a 22 ans. Selon le terme en usage ici, c'est une enfant de la Révolution. Elle est née en 1979. Son frère, Fereidoun, est né 4 ans plus tard, un enfant de la guerre. Je suis née entre eux, ailleurs, en Occident. L'événement historique auquel correspond ma naissance, c'est l'élection du premier président socialiste de la Ve République. En France, on la présente comme un événement marquant. Devenue adolescente, je me mets à en douter. Je trouve que ça ne fait vraiment pas le poids à côté du renversement du trône du Pan et d'une guerre aux 500 000 morts. Shirin de la Révolution et Fereidoun de la guerre, je les ai regardés, reçus, visités, perdus, retrouvés, aimés. Nos enfances menées parallèlement ont ébranlé ma trajectoire. Nous sommes cousins. Nous ne sommes pas frères. Je suis à la distance de la cousine. Je ne prétends pas être tout près. Je regarde Shirin et je regarde l'Iran. Je ne fais que regarder. Je me passionne, je lis, je me sens rejetée, je rejette à mon tour. Je regarde toujours. Je vais goûter la cerise au cinéma. Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Je suis des yeux une étagère de ma bibliothèque et le titre de la trilogie de Sharok Meskoub, Partir, rester, revenir, l'itinéraire des fascinés. Je suis une étrangère devant sa bibliothèque. J'ouvre plus grand les yeux. Merci. Merci à vous, Émilie Talon. Merci. Merci d'être venue à Globule Radio. Alors, on fait de nouveau une petite pause musicale et puis on va accueillir Charles Vetter. C'est bien ça, Caroline ? Du Cosmo Jazz, le directeur du Cosmo Jazz. Merci pour ce beau moment de poésie sur Globule Radio 90.5. Merci.